Bonsoir tout le monde. Vous êtes beaucoup à vous joindre à nous présentement. Il est 6 heures. On va laisser un peu de temps afin que tout le monde se joigne. Puis, on va commencer par la suite. Mais merci d'être présent. Donc, de patienter quelques instants. Ça ne sera pas trop long. On va commencer. Bonsoir Laura et merci de ton message. On est content aussi de t'avoir avec nous. Pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, il est présentement 6h01. Vous êtes beaucoup à continuer à vous connecter, donc on va attendre quelques instants juste pour laisser la chance à tout le monde de se connecter, puis on va ensuite commencer. Bonsoir tout le monde. Donc, je crois qu'on va commencer tranquillement ce webinaire. Il est 6h02. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir pour ce deuxième webinaire organisé par Montréal en Action dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Mon nom est Nadège Millard. Je suis bénévole pour Montréal en Action et je suis responsable des communications et marketing pour l'organisation. Donc, merci d'être présent avec nous ce soir. Avant de commencer, c'est important pour nous, pour toute l'équipe de Montréal en Action, de faire la reconnaissance du territoire et donc de reconnaître que nous sommes sur des terres autochtones non cédées. Et on travaille fort à faire en sorte que la Ville de Montréal le reconnaisse et l'ajoute dans sa charte municipale. Donc, maintenant que cela est fait, et avant de laisser nos deux invités très spéciaux se joindre à nous et qu'on est très contents et excités d'avoir, je voulais simplement prendre le temps d'introduire un peu qui on est, Montréal en Action, et ce qu'on fait. Si vous nous connaissez déjà et si vous étiez là la semaine passée, ça se peut que ça soit un peu répétitif. Je vous permets de muter là, pendant les 10 prochaines secondes. Mais sinon, si vous ne me connaissez pas, j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu plus ce qu'on fait, qui on est, puis c'est ça. Donc, on va commencer. Montréal en Action, on a été fondé en 2017 par Balarama Holness et nous sommes une organisation, un mouvement social qui croit fermement que le changement social passe par la mobilisation citoyenne. Donc, on pense que c'est en encourageant les Montréalais à prendre action qu'on va être en mesure d'apporter des changements au niveau de différents enjeux, des enjeux tels que le racisme, la diversité, l'équité et l'inclusion. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est à travers différentes initiatives citoyennes, à travers des webinaires comme celui de ce soir, à travers du contenu éducatif qu'on va partager, que ce soit sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. Puis grâce à tout ça, notre objectif, c'est en fait de venir éduquer les Montréalais, d'éduquer les citoyens et ultimement de les motiver à devenir d'importants acteurs de changement au sein de leur communauté. Quand on parle de communauté, on parle, oui, de la ville de Montréal ou la ville où vous êtes en ce moment, mais ça peut aussi vouloir dire au sein de votre groupe d'amis, au sein de votre famille ou encore sur votre lieu de travail parmi vos collègues. Donc, en résumé, on croit en la démocratie, puis on croit en le pouvoir qu'on a avec cette démocratie-là de changer les choses puis d'amener des changements sociaux au sein de notre communauté. C'est ça qu'on a fait en 2018, alors qu'on a collecté 22 000 signatures de Montréalais qui ont forcé la Ville de Montréal à tenir une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique.
Le résultat de cette consultation publique-là qui a eu lieu en 2019 a été un rapport qui a été publié en 2020 par l'OCPM, donc l'Office de la consultation publique à Montréal. Et dans ce rapport, on retrouve 38 recommandations sur comment combattre le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Donc, c'est quand même un très gros accomplissement duquel on est très, très fiers. Puis, en faisant ça, on est devenu la première organisation en Amérique du Nord à forcer une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique à un niveau municipal. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a fait de 2017, de notre fondation, à 2020, l'année dernière. Maintenant, on est en 2021 et qu'est-ce qu'on fait? Vous vous posez peut-être la question. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que la Ville de Montréal prend ces 38 recommandations-là au sérieux et qu'elle va les appliquer parce qu'on croit qu'en appliquant ces recommandations, on va être en mesure de construire une ville qui sera plus juste, plus équitable, plus inclusive et plus durable. Et on arrive à faire ça grâce au travail et au support de nos bénévoles, grâce au support de nos nombreux partenaires, mais aussi grâce à votre support, grâce à votre présence ce soir, puis à votre présence à toutes les autres activités, initiatives qu'on met en place. Donc, vraiment, merci d'être présent ici ce soir. Je ne veux pas prendre plus de temps que ça pour vous dire qui on est puis ce qu'on fait, parce que je sais que vous n'êtes pas ici pour m'écouter, moi, parler. Vous êtes ici pour Webster et Rito. Puis avant juste de passer la parole à Julie Savaria, qui est aussi bénévole à Montréal en Action, j'aimerais seulement vous expliquer que ce soir, la conférence va durer 1 heure. Comme on a nos deux invités, on va leur allouer 30 minutes chacun. Puis, ça sera suivi d'une période de questions de 20 à 25 minutes, selon le nombre de questions qu'on a et votre engagement. Puis, vos questions, vous pouvez les écrire dans la section Q&A, QNR de votre fenêtre Zoom ou encore dans le chat de la fenêtre Zoom. Puis on va s'assurer, des membres de notre équipe vont s'assurer de noter les questions pour qu'elles soient posées à la fin. Donc là, j'ai vraiment fini de parler. Je vais passer la parole à Julie Savaria qui va pouvoir introduire nos invités. Donc merci et bon webinaire. Merci Nadège. Bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Savaria. Je suis une designer en justice, équité, diversité et inclusion et il me fait grand plaisir d'être ici avec vous pour un sujet qui va être des plus intéressants et prometteurs. On peut s'entendre là-dessus. Donc, je vais présenter d'abord Webster puis ensuite Rito. Donc, Webster, aussi connu sous le nom de Aline Diaye, donc né Aline Diaye, est un historien de formation ainsi qu'un artiste hip-hop natif du quartier Limoilou à Québec. D'un père sénégalais et d'une mère québécoise, il a toujours été fier de ses origines et se présente comme un Sénékeb métis pur laine. J'adore. Il donne régulièrement des conférences sur une multitude de sujets, dont son thème de prédilection, l'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage au Québec et au Canada depuis l'époque de la Nouvelle-France. Il a mis sur pied les tours Québec History X afin de faire connaître au grand public une partie oubliée de l'histoire de la ville de Québec. Parallèlement, Webster est considéré comme l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois, reconnu pour la qualité de ses textes ainsi que l'intelligence de ses propos. C'est pourquoi qu'il voyage, peut-être pas en ces temps-ci. Il voyage également à travers le monde afin de donner des concerts et des ateliers d'écriture dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud. Webster est aussi l'auteur d'un manuel d'écriture hip-hop qui se nomme À l'ombre des feuilles et d'un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave africain au Canada. Et le livre s'intitule Le grain de sable. Merci Webster. Donc, maintenant pour Rito. Donc, Rito Joseph, un conférencier autodidacte, passionné de l'histoire et du basket et un guide touristique. Tels sont les mots qui pourraient le mieux décrire Rito Joseph, aussi connu sous le nom de RJ. Natif de Montréal, Rito a créé une approche qui vise à rassembler la culture, l'histoire, les arts et la musique sur une même plateforme et qui offre aux gens un moyen expérientiel d'approfondir leur connaissance de la communauté afrodescendante du Québec et d'en apprendre davantage sur leurs ancêtres. Fondateur de Black Montreal Experiences, Rito cherche à éduquer tous ceux qui sont intéressés par l'histoire, de par ses présentations, ateliers et visites guidées, en particulier pour ceux qui souhaitent apporter des changements dans leur communauté afin de nous conscientiser sur les différents aspects de notre histoire, afin de ne pas répéter nos erreurs du passé. Donc, je pense que je vais laisser la parole à nos invités. Donc, pour ce soir, la présentation sera en français et va aborder le sujet justement de l'esclavage au Québec à travers
leurs récits et leurs expertises d'historiens. Donc, je laisse la parole à Webster. Bien, merci beaucoup, Julie. Merci, Nadège. Merci à Montréal en Action aussi de rendre possible cette rencontre entre Rito et moi. Bonjour tout le monde qui est en ligne. Ça fait plaisir de voir si nombreux assister à cette rencontre qui, comme avec Rito, on le dit souvent, nous, quand on discute, on en a pour des heures. Et donc, c'est le fun de pouvoir partager, en fait, ces expériences-là avec vous toutes et tous. Rapidement, effectivement, Julie a dit, je suis un artiste hip-hop, passionné d'histoire aussi. Et avec le temps, je me suis spécialisé sur l'histoire de la présence afro-descendante et africaine au Québec et au Canada depuis l'époque de Champlain et de l'esclavage ici. Donc, c'est un peu l'approche que je vais avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais marquer la différence entre l'esclavage qui s'est passé ici et l'esclavage ailleurs dans le monde atlantique. Donc, mon propos va vraiment se situer autour de ces deux formes d'esclavage parce que je crois qu'on doit développer des marqueurs, des repères afro-québécois et afro-canadiens. Parce que trop souvent, l'histoire afro-descendante est vue à travers la lentille états-unienne. Hein, c'est-à-dire, quand on parle d'esclavage, on pense toujours aux champs de coton au sud des États-Unis. À part les gens qui ont une expérience caribéenne, on s'entend, qui connaissent mieux l'histoire caribéenne, qu'elle soit francophone ou anglophone ou hispanophone. Et donc, mais toutefois, ici au Québec et au Canada, je trouve qu'il nous manque ces repères-là. Quand on parle, entre autres, de militance, admettons, on va penser directement, bien sûr, on va penser à Martin Luther King, à Rosa Parks, mais on pense très rarement à Viola Desmond. On pense plus maintenant qu'ils sont nos 10 $ dans nos poches quand on doit s'en départir. Ben, on y pense un peu plus. Peu de gens connaissent Alexander Grant. Alexander Grant, qui est le premier activiste noir ici à Montréal dans les années 1830, qui pour moi, puis encore une fois, j'en ai souvent parlé avec Rito, je veux dire, Alexander Grant, on doit avoir des statues, on doit avoir des rues à son nom. C'est vraiment une personne qui a joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de la communauté afro-descendante de Montréal. Et donc, je ne sais plus si Rito va aborder le sujet plus tard, mais sinon, dans la période de questions, on reviendra sur la question d'Alexander Grant. Je pense qu'il vaut la peine d'être connu de toutes et tous. Et donc, voilà. Quelle est la différence entre l'esclavage qui a eu lieu ici et l'esclavage ailleurs dans le monde atlantique? Je vais vous partager mon écran, qui est un petit schéma que j'ai fait pour pouvoir mieux comprendre ces différentes dynamiques. Et donc, ce qui est en fait qui est un segment d'une conférence plus longue sur les détails de cette histoire-là. Toutefois, puisque on a des coups de 20-25 minutes, je crois qu'on va focuser plus sur les grandes lignes, mais qui nous permettent de comprendre ces dynamiques. Et donc, la différence entre l'esclavage qui s'est passé au Québec et au Canada versus dans le monde atlantique. Quand je parle du monde atlantique, je parle des États-Unis, des Antilles, du Brésil, etc. Et donc, par rapport à la nature de l'esclavage, ici, on parle d'un esclavage principalement domestique versus ailleurs, dans le monde atlantique, d'un esclavage économique. L'esclavage domestique, c'est-à-dire que les gens sont principalement dans les maisons, font des repas, font le ménage, s'occupent des enfants, etc. Tu vois? Tandis qu'ailleurs, dans le monde atlantique, on parle expressément d'un esclavage économique. Même si on retrouve des éléments d'esclavage domestique, sont principalement l'esclavage économique. Les historiens, dont un homme qui s'appelle Moses Finley, ont divisé les sociétés qui ont des esclaves en deux types de sociétés. C'est-à-dire que d'un côté, on a les sociétés avec esclaves. C'est-à-dire que ce sont des sociétés comme ici au Québec où l'économie ne dépend pas de l'esclavage. Et donc, si on retire l'élément esclave de l'équation, la société continue à rouler. Et puis, on a les sociétés esclavagistes.
les sociétés esclavagistes, sont les sociétés que si on retire l'élément esclave de l'équation, la société s'effondre, l'économie s'effondre parce que l'économie est basée sur le travail des esclaves. Et donc, pensez justement sud des États-Unis, pensez Haïti, Guadeloupe, Martinique, les Jamaïque, Brésil. Tous ces endroits sont des sociétés esclavagistes versus le nord des États-Unis à un certain moment versus ici où est-ce qu'on parle d'un esclavage domestique. Le premier esclave arrivé à Québec et au Canada arrive en 1629. J'utilise le terme esclave ici, mais comme plusieurs d'entre vous savent, on essaie de changer la terminologie aussi. Donc, souvent, par réflexe, je vais utiliser le terme esclave, mais comprenez que ce n'est pas une identité, mais un statut. C'est un statut social. Parfois, il est mieux de parler de captif, de personnes asservies, ou même, si on veut calquer sur l'anglais, enslaved, des personnes esclavisées. Donc, quand je fais référence à esclave, pensez bien qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants derrière ce statut-là. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, Olivier Lejeune, qui n'est pas son vrai nom en passant, il arrive en 1629 à Québec lors de la prise de cette ville par les frères Cook. Olivier Lejeune est vendu à un homme qui s'appelait Le Bailly, qui est un traître de la colonie qui collaborait avec les Britanniques, les frères Cook, qui, lui, quand les Français reprennent la colonie en 1632, va le donner à Guillaume Couillard. Et si Couillard vous est familier, pour certains d'entre vous, même je pense plusieurs personnes, eh bien, c'est l'ancêtre direct de Philippe Couillard, notre ancien premier ministre. Olivier Lejeune est baptisé vers 1633-34 et on va lui donner le nom de Olivier Lejeune. Lejeune en l'honneur du prêtre jésuite qui va le baptiser, Paul Lejeune, et Olivier en l'honneur du commis général de la Compagnie des Sans-Associés, qui s'appelait Olivier Le Tardy. Donc, on ne connaît pas son nom, le nom que sa maman lui a donné à Madagascar, parce qu'il est considéré comme venant de Madagascar. Et ça, c'est un thème récurrent de l'esclavage. C'est le déracinement, oui, un déracinement spatial, géographique, mais aussi par rapport à l'identité. Et donc, ici, au Québec, ce qui est intéressant, c'est que selon les noms des esclaves, parfois des personnes esclavisées, des personnes asservies, on peut retracer si, à un moment donné dans leur parcours, ils ont pu appartenir à une famille franco-catholique ou anglo-protestante. Parce que chez les franco-catholiques, il y avait un règlement du rituel du diocèse de Québec, publié en 1702, qui disait que quand on baptise quelqu'un, on ne peut pas lui donner un nom païen, comme Apollon ou Diane. Il faut leur donner un nom à caractère biblique. Donc, on va retrouver beaucoup de noms d'apôtres chez les personnes asservies. Et d'ailleurs, les noms les plus communs chez les esclaves autochtones et noirs est Marie pour les femmes et Joseph pour les hommes. Toutefois, chez les anglo-protestants, on retrouve moins cette dynamique-là. On va retrouver des noms très prestigieux. On va retrouver des personnes asservies qu'on appelle entre autres César. Il y aura beaucoup de César ici. On va retrouver des Pompées aussi, des Cato, Caton, l'homme d'État romain. On va retrouver des Plato aussi, Platon. Et pour juste une parenthèse, pour les gens qui lèvent leurs mains, il y aura une période de questions après les présentations. Mais on va retrouver aussi des noms prestigieux chez les francophones. Entre autres, on va retrouver des Louis XIV, ou en tout cas au moins un Louis XIV, un Versailles. Il y a un autre aussi qui s'appelait 100 pistoles. Les pistoles qui sont de l'argent, donc les gens qui sont familiers avec le bas du fleuve, 3 pistoles, ben lui c'était 100 pistoles. Et donc, voilà l'appellation des personnes asservies ici. Si on compare au monde atlantique, on va retrouver aussi souvent le même type de nom. Et les premières traces d'asservissement, on les retrace à 1492. Christophe Colomb, qui déjà va ramener des personnes autochtones en tant qu'esclaves en Espagne. Donc, dès les débuts de la colonisation des Amériques, on assiste à un mouvement esclavagiste. En termes de population, au Québec, l'historien Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes asservies.
Sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient des autochtones, qui à l'époque on appelait des panis, qui, pour plusieurs d'entre eux, et elles venaient de ce qui est maintenant le Midwest américain, Missouri, Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota, etc. Au début, ils étaient capturés ou achetés chez une nation qu'on appelait les Pawnees, qui, à la longue, ce terme s'est corrompu pour devenir Pani. Et tout esclave autochtone était appelé Pani, qu'il ou elle soit Sioux, Apache, Ojibwe, Atikamekw, on les appelait Pani. Et sur le 4185, le tiers était afrodescendants et africains. Donc, on parle de 1443 personnes afrodescendantes ou africaines réduites en esclavage ici. Mais toutefois, ces nombres, ce sont des nombres répertoriés, c'est-à-dire ce sont les noms qui ont pu être trouvés. Donc, il y a des gens qui sont tombés entre les cracks de l'histoire dont on a perdu la trace. Mais, comme je vous dis, Trudel a répertorié 4185, 59 non spécifiés. Ensuite, du côté du monde atlantique, les historiens ont répertorié 12,5 millions. Et pour certains, ça monte à 15 millions, ça monte à 17 millions d'Africains qui ont été déportés vers les Amériques. Et entre 2 et 5 millions d'Autochtones qui ont été réduits en esclavage dans les Amériques. Donc, vous voyez que la proportion est différente. C'est une proportion différente. Toutefois, le Québec, malgré ce que certains historiens et certains intellectuels disent, est connecté à ce monde atlantique. Entre autres, je veux dire, le rhum qu'on boit, il est cultivé par qui? Il vient d'où? Le sucre qu'on boit, cultivé par qui? Il vient d'où? Les Antilles. Entre autres, au 19e siècle, la morue qui était pêchée dans le golfe du Saint-Laurent, en Gaspésie. La morue de bonne qualité était envoyée en Europe et la morue de mauvaise qualité était envoyée dans les Antilles jusqu'au Brésil pour nourrir les esclaves dans les plantations. Donc, on a une connexion. Même si on veut pousser la connexion plus loin, vous voyez la baie du Tson, la compagnie, la baie que tout le monde connaît, eh bien, le premier gouverneur de la compagnie de la baie du Tson, un des premiers investisseurs, c'était le prince Rupert. Et Rupert avait des actions dans la Royal African Company, la compagnie de voyage transatlantique qui a réduit en esclavage beaucoup de personnes de l'Afrique vers les Amériques. Eh bien, avec ces fonds, a pu financer les premières expéditions de la baie du Tson. Connexion. Si on continue, l'esclavage dépend beaucoup du type d'économie dans une société. Comme je vous ai dit, le monde atlantique, on parle d'un esclavage économique. Ici, on parle d'un esclavage domestique. Et donc, l'esclavage qui a eu lieu dans les Amériques, l'esclavage transatlantique, est intimement lié avec l'exploitation économique et le capitalisme. Et donc, ici, le type de commerce qu'on rencontrait à l'époque de la Nouvelle-France, entre autres, c'était notamment les fourrures, c'est-à-dire fourrures de castor, etc., et la pêche, dépendamment où on se situe dans l'axe du Saint-Laurent, si on va plus vers les Grands Lacs ou si on remonte vers le golfe du Saint-Laurent. Tandis que dans les Antilles, le monde atlantique, bien, c'est une économie agraire, canne à sucre, coton, tabac, café, cacao. Et donc, ce sont des activités économiques qui requièrent une forte main-d'œuvre. On a besoin de beaucoup de gens dans les champs versus dans les plantations, versus la traite des fourrures. On n'a pas besoin de partir comme 100, 150 personnes dans la forêt pour aller chercher des fourrures. Et donc, c'est comme ça que le type d'industrie, le type de commerce, le type d'économie va avoir une incidence sur le type d'esclavage. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui influence le type d'économie? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce type d'économie ici au Québec, au Canada? Pourquoi on a ce type d'économie dans le monde atlantique, dans le reste du monde atlantique? Eh bien, c'est aussi simple que le climat. Finalement, c'est le climat qui va influencer le type d'économie. Ici, il fait trop froid pour avoir de la canne à sucre. Il fait trop froid pour avoir du coton.
Et puisque dans les années 1600, 1700, etc., ce sont les moteurs économiques de ces sociétés, si on avait eu la bonne température, il faut être sûr qu'on aurait eu du coton ici, qu'on aurait eu de la canne à sucre, etc. Et donc, le type de climat va influencer le type d'économie qui, à son tour, va influencer le type d'esclavage. Il y a plusieurs historiens, puis encore aujourd'hui, hein, depuis le 19e siècle, depuis François-Xavier Garneau, en passant par les Benjamin Sult, en passant par les Lionel Groulx, etc. Ces gens ont toujours dit qu'il n'y avait pas eu d'esclavage ici par moralité, par supériorité morale de nos ancêtres. Ils ont considéré nos ancêtres comme étant moralement supérieurs au reste des Amériques. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais eu d'esclavage ici. Et entre autres, comme Garneau le mentionne dans l'Histoire du Canada, il dit que nos ancêtres français n'ont pas cru bon avoir des esclaves ici afin de conserver la pureté de notre sang. Donc, il y a cet élément aussi où est-ce que cet élément raciste, tout simplement, on dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage comme ça pour que notre sang puisse rester pur, ce qui est totalement faux. Hein? Et même Garneau, on va lui reprocher à l'époque, on va reprocher, là, les historiens de l'époque vont reprocher à Garneau son omission de l'esclavage. Toutefois, ce qui est particulier ici avec le reste encore du monde atlantique, c'est que cette négation a fonctionné. C'est-à-dire qu'à force de nier, on a réussi à passer au néant et à oublier. C'est-à-dire que quand tu nies quelque chose, ben, automatiquement, tu en parles. Mais ici, la négation a fonctionné et c'est quelque chose qui a complètement été évacué de notre trame narrative. Vous voyez, par exemple, Olivier le Jeune, qui arrive ici en 1629, a été reconnu comme personnage historique au Québec seulement l'année passée. Et donc, tranquillement, les gens commencent à entrer en contact avec cette histoire-là et comprendre qu'il y a une présence afrodescendante et africaine ici au Québec et au Canada depuis l'époque de Champlain. Et même si on va aller plus loin que la présence d'Olivier le Jeune, on peut toujours parler, bien sûr, de Mathieu d'Acosta, hein, pour plusieurs d'entre vous connaissent, qui était l'interprète de Samuel de Champlain. Mais Mathieu d'Acosta n'était même pas le seul afrodescendant ou africain dans l'équipage de Samuel de Champlain. Il y avait un autre homme qui les accompagnait sur ce qu'ils appelaient l'île Sainte-Croix, avant Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, en 1605. Il va y avoir une première tentative de colonisation en 1604. Et cet homme anonyme, dont on ne connaît pas le nom, va mourir du scorbut. Et on va faire une autopsie pour savoir de quoi il est mort. Et Marc Lescarbot, qui les accompagne à l'époque, va écrire un livre, il va citer un passage, il va dire « Le sieur de Coutrincourt fait ouvrir un nègre qui mourut de cette maladie en notre voyage, lequel la voile est partie bien saine, hormis l'estomac qui était tout ridé comme ulcéré. » Et donc ici, la ville de Québec n'est même pas fondée encore, il y a déjà une double présence afrodescendante ou africaine aux côtés de Samuel de Champlain. Et ça, évacué de notre histoire. Maintenant, en termes de tâches, très rapidement, je vais accélérer le pas, mais j'en ai parlé un peu plus tôt. Le type de tâches, ici au Québec, on parle d'un esclavage domestique. Donc, ils font les repas, font le ménage, etc., versus dans le monde atlantique, où est-ce que, on est dans les champs plantations. Toutefois, au Québec, on retrouvera un esclavage rural aussi. Marcel Trudel répertorie 60% des esclaves ou des personnes asservies qui sont en milieu urbain pour 40% en milieu rural. Et donc, dans le milieu rural, ce sont des gens qui vont couper du bois, qui vont faire les tâches agraires XY. Et dans le monde atlantique, on aura aussi un esclavage des services. Donc, on parle de, souvent qu'on veut mettre en opposition cette dichotomie esclave des champs versus esclave de maison. Maintenant, comment est-ce que l'esclavage se termine dans ces deux univers, dans ces deux sphères, mais aussi comment est-ce qu'on résiste à l'esclavage? Parce qu'il y a une chose qui est importante dont on ne parle pas assez, et c'est la résistance à l'esclavage. Trop souvent, on parle des esclaves et comme des victimes passives de leur sort. On oublie toujours de mentionner que ces personnes africaines ont résisté à la capture. Dans les villages même, les gens se battent. On l'oublie.
Quand ils sont amenés à la chaîne vers les plages, ils résistent, ils se battent. Sur les plages, résistent, se battent. Sur les bateaux, résistent, se battent. À la descente, résistent, se battent. Donc, il y a cette histoire de résistance à l'esclavage qui est trop souvent occultée. Et c'est pour ça que, pour ma part, je trouve important d'à chaque fois appuyer l'élément résistance. Et donc, ici, au Québec, la résistance à l'esclavage se fait d'un point de vue quotidien, comme il peut y avoir ailleurs dans le monde atlantique. C'est-à-dire, au quotidien, on peut ralentir la cadence de travail. On peut faire semblant qu'on ne comprend pas les ordres. Aussi, on peut faire une petite fuite. Ce sont des petites fuites, en fait, comme une fugue. Hein. On part quelques jours, on revient. Ça, ce sont des résistances peut-être au quotidien, des résistances individuelles. La résistance individuelle ultime peut s'articuler autour de l'infanticide, qu'on va voir beaucoup dans le monde atlantique, mais qu'on verra ici aussi, ou encore du suicide. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de résistance collective apparente parce qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves ici. Donc, cette résistance collective peut s'articuler autour de l'entraide. Hein. Mais ici, la résistance individuelle qu'on va retrouver le plus souvent, c'est la fuite. Les gens vont s'enfuir. À travers les années 1700, vont s'enfuir notamment vers les 13 colonies, ce qui deviendra les États-Unis. De Québec vers Montréal, de Montréal vers Québec, vers Sorel, vers Trois-Rivières, des gens en Gaspésie qui vont s'enfuir on ne sait où. Et donc, pour moi, la fuite est l'élément de résistance principal ici au Québec. Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour avoir des révoltes armées comme ailleurs dans le monde atlantique. On pense à Louis Delgrès en Guadeloupe, la Révolution haïtienne, les nègres marrons en Jamaïque, les Nat Turner aux États-Unis, au Brésil, partout où est-ce qu'il y a une présence massive de personnes asservies, vont résister de manière armée à l'esclavage. Ici, il n'y a pas assez de gens. Donc, c'est la forme ultime, je dirais, outre le suicide, si on veut vivre, c'est la fuite. Donc, ailleurs dans le monde atlantique, on parle de la résistance armée, puis on retrouve aussi la fuite. Bien sûr, les gens vont s'enfuir très régulièrement. Et là, vous voyez, j'ai mis plus d'une personne parce qu'il y aura ces stratégies collectives de fuite, mais aussi la formation de communautés marronnes. Les quilombos au Brésil, les communautés marronnes dans les montagnes, les marécages, les forêts éloignées. Et aussi cette mixité avec les Premières Nations. Plusieurs d'entre elles vont être accueillis par les Premières Nations et à la longue vont former des communautés mixtes. Des deux côtés, autant au Québec, Canada que dans le monde atlantique, les gens pourront racheter leur liberté aussi. Il y a plusieurs exemples comme ça. Maintenant, pour ce qui est de la fin de l'esclavage, je vais commencer à clore tranquillement pour laisser la place à mon frère Rito. Ici, ça va être principalement à travers les tribunaux. Au Québec et au Canada, ou du moins Québec et dans l'espace maritime, on ne va pas parler d'une abolition de l'esclavage, mais plutôt d'une disparition. Ici, ça va être notamment à travers la fuite de Charlotte, qui, en février 1798, à Montréal, va décider de s'enfuir. Elle est rattrapée, elle est amenée devant le juge James Monk. Et Monk, en se référant au livre de loi, réalise qu'il n'y a aucune loi en lien avec l'esclavage ici. L'esclavage n'était pas légal, c'est un esclavage de fait ici. Et donc, Monk dit, écoutez, il n'y a pas de loi, je ne peux pas la punir, acquitter. Et ce qui va précipiter, ce qui va pousser d'autres personnes asservies à s'enfuir. Manuel Allen, Robin, Judith. D'autres comme ça s'enfuient, sont rattrapés, on les amène devant Monk et Monk refuse de les punir. Et donc, ce qui va pousser les propriétaires d'esclaves à intervenir auprès du Parlement, de l'Assemblée pour faire voter une loi pour donner un cadre légal à l'esclavage. Et la personne qui va les représenter au Parlement s'appelait Joseph Papineau. Et si Papineau vous est familier, eh bien, c'est le père de Louis-Joseph Papineau, le célèbre patriote. Et donc, Joseph Papineau, lui, lorsqu'il a été élu au Parlement en 1792, avec son premier salaire, il s'est acheté un esclave du nom de Prince. Et donc, Papineau va essayer de faire passer une loi pour donner un cadre légal à l'esclavage.
Mais ça va être repoussé, et puis trop tard, ça disparaît comme ça. Et c'est comme ça que l'esclavage disparaît ici. Et suit pratiquement le même processus en Nouvelle-Écosse, avec les juges Strange et Blowers. Et dans ce qui était au Canada, l'Ontario, c'est à travers la décision du lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe, qui fait passer une loi pour l'abolition graduelle de l'esclavage. Tandis que dans le monde atlantique, il faudra attendre la révolution haïtienne, il va falloir attendre la guerre civile aux États-Unis, il faudra attendre les déclarations d'abolition dans l'Empire britannique et dans les territoires coloniaux français. Ici, au Canada, à l'époque, on fait partie de l'Empire britannique. Donc, techniquement, notre date d'abolition de l'esclavage, c'est le 1er août 1834. Et dès le 1er août 1834 et tout à travers le 19e siècle, les différentes communautés afro-canadiennes célébraient le 1er août 1834 avec des banquets, des parades dans les rues, des festivités. Et en parlant avec le frère Rito, c'est ça qu'on disait. Il faut qu'on ramène Emancipation Day. Il faut qu'on ramène le jour de l'émancipation, qu'on le fête encore. Même si ici, dans notre cas, dans ce qui était le Bas-Canada, le Québec, eh bien, l'esclavage a disparu une trentaine-ish années auparavant. Toutefois, notre date, 1er août 1834. Et je vais finir là-dessus. Le gouvernement britannique a dédommagé les propriétaires d'esclaves à l'époque dans les Antilles et a emprunté 20 millions de livres sterling à l'époque, ce qui vaudrait aujourd'hui environ 3 milliards de livres sterling ou 5 milliards de dollars canadiens. Et les contribuables britanniques ont fini de payer cette dette-là en 2015. Je vous laisse là-dessus et je passe la parole à Rito qui pourra continuer, puis après, on se joint pour continuer la discussion. Donc, merci de votre écoute et à tout de suite. Peace out. Merci beaucoup, Webster, pour cette merveilleuse histoire. Leçon d'histoire, je devrais dire. Donc, maintenant, nous allons passer à Rito, qui va nous parler de son cheminement aussi et puis de ses vues par rapport à l'esclavage au Québec. Donc, Rito, c'est à toi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que vous arrivez à me voir? On vient de... Voilà, ouais, on te voit maintenant. Parfait. Donc, je me présente. Mon nom est Rito Joseph. Tout d'abord, avant de me présenter, je veux remercier Webster pour cette merveilleuse présentation. Je remercie Webster. Guys, à chaque fois que Webster fait quelque chose, c'est comme s'il trace un chemin pour moi d'une façon ou d'une autre. Je veux remercier Webster parce que il me donne beaucoup confiance de faire ce que je fais. Puis, merci beaucoup, Big Bro. Ça fait plaisir, frère. On est ensemble. Puis, si tu me files tellement d'informations, on est ensemble, no doubt. Merci pour tout. Merci beaucoup. Donc, pour reprendre là où Webster a laissé, en fait, moi, on m'avait dit comme ça que c'était sur la présence africaine au Québec, mais là, si c'est pour parler d'esclavage, il n'y a pas de problème non plus, sans problème du tout. Par contre, j'avais préparé autre chose, mais je vais prendre ce sujet-là. Oh non, ou sinon, Rito, tu peux parler je de vais ce faire que un tu segue. veux. Oui, peux je parler vais de ce faire que un tu veux, bien sûr. Je vais faire un segue. Mais c'est tout à fait, je pense que ça peut, je pense que ce qui est important, je pense que ça serait de contextualiser tout ça. Donc, à l'époque de la conquête britannique, l'article 47 stipule que on va pouvoir garder les esclaves. En fait, on va pouvoir garder les esclaves dans la possession. Les Canadiens et les Français pourront garder leurs esclaves dans la possession de nègres et de panis. En fait, ils auront juste à être sûrs qu'ils sont baptisés dans la religion romaine chrétienne. Donc, je dis ça parce que à ce moment-là, c'est la conquête britannique. Donc, c'est là aussi que la hiérarchie sociale du Québec voit un peu le jour, c'est-à-dire que les Britanniques prennent le dessus, les Canadiens français sont asservis et eux-mêmes, dans leur dualité, c'est-à-dire qu'ils sont un peuple conquis, que maintenant, on les permet de continuer à avoir des esclaves.
Donc, dans cette discussion, dans cet état d'esprit-là, la conversation prend une autre tournure où est-ce qu'on a maintenant un peuple qui est asservi. Bon, asservi. On a maintenant un peuple qui est conquis et qui continue d'avoir des esclaves. Je dis ça parce que le phénomène de l'esclavage au Québec, comme Webster l'a si bien expliqué, c'est pas quelque chose qui est, ce n'est pas un phénomène unique. Ça se passait ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, ça se passe spécifiquement dans les Amériques, ça se passait ailleurs dans les Antilles, ça se passait ailleurs dans les Amériques. Mais Montréal, même à l'époque de l'esclavage ou avant ou après l'abolition de l'esclavage, avant l'arrivée des colons, c'est une terre qui a toujours été là où les Premières Nations se rencontraient. Joe Diagé. Donc, Joe Diagé est dans un courant maritime où est-ce que les Premières Nations, que ce soit ceux qui viennent du Sud, arrivés de upstate New York, que ce soit ceux qui arrivent du plateau Manitoba, Oklahoma, il y a toujours eu des rencontres qui se faisaient sur l'île de Montréal. Et si on regarde Montréal, c'est situé dans un courant maritime, c'est-à-dire directement dans un courant qui nous sort, qui nous amène dans l'océan Atlantique et qui nous rentre à l'intérieur du continent. D'où la raison pourquoi aussi plusieurs explorateurs canadiens, français, francophones sont venus de Montréal et ont continué à explorer. On pense peut-être à des personnages comme Cadillac ou La Salle. Donc, ils ont donné leur nom à plusieurs endroits, un petit peu à travers les Amériques. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que le phénomène esclavagiste qui existe ici au Québec, au Québec, bon, à l'époque de la Nouvelle-France ou même après, pendant la conquête britannique, c'est que nous ne sommes pas exempts de la hiérarchie sociale qui en découle. Et comme c'est un endroit où beaucoup de personnes viennent et beaucoup de personnes s'en vont, il y a un amalgame, donc il y a un melting pot qui se crée même à l'époque. Par exemple, lorsque Alexander Grant, le 1er août 1834, ils ont la célébration pour l'Emancipation Day, ben, la petite communauté et les quelques Noirs qui sont là, bien qu'ils soient très peu, ils ne sont même pas encore une vingtaine, ils sont déjà très diversifiés. Donc, on pense à Alexander Grant, lui qui serait venu de New York, mais on pense aussi il y avait des francophones noirs de la Louisiane, on pense aussi il y en a qui sont nés au Canada, on pense aussi il y avait déjà des Noirs dans les maritimes qui voyageaient, venaient à Montréal. Donc, on pense déjà qu'à l'époque, il y a déjà aussi des personnes comme la famille Banga existe déjà, des coureurs de bois qui sont polyglottes, qui font la traite de fourrure, qui sont des coureurs des bois. Donc, on pense déjà à une concentration de présence ou de corps africains dans un contexte où est-ce qu'on s'organise pour passer au travers de la colonie ou passer au travers de que ça soit le racisme, que ça soit le système post-esclavagiste, même à l'intérieur du système esclavagiste, les personnes noires libres. Alexander Grant, lorsqu'il arrive à Montréal, c'est un homme libre, sophistiqué. Il arrive, il est déjà, bon, je ne dis pas qu'il est sur le branle-bas de combat, mais lorsqu'il arrive à Montréal, il prend déjà certaines positions qui nous mènent à croire que soit il est un homme qui a vécu une partie de sa vie libre, ou bien il serait quelqu'un qui aurait eu une éducation un petit peu plus avancée. Alexander Grant arrive, il est le premier homme noir à écrire un article dans le journal. Alexander Grant, c'est un homme d'affaires, donc je veux dire, il y a des commerces, il y a un contact avec les Canadiens français, il y a un contact avec la communauté anglophone. Donc, et en fait, ça fait en sorte que politiquement parlant aussi, il y a une des personnes qui peut se mettre entre les Tories et les patriotes. Donc, à une époque où les tensions politiques sont très tumultueuses. Je dis ça parce que la continuité historique ici au Québec, ou bon, dans mon cas à moi, souvent c'est Montréal, nous démontre qu'il y a souvent eu un besoin organisationnel par rapport à la communauté noire. Je vais faire un fast-forward un peu plus moderne pour expliquer un petit peu mon point. Un instant. I'm going to share my screen. Donc, ici, on a
Benito Sylvain. Ça, c'est pour parler un peu, je prends Benito Sylvain, c'est pour faire un, bon, excusez-moi l'anglicisme, c'est pour faire un segue, pour expliquer un peu ce qui en découle des sociétés esclavagistes, ce qui en découle de la présence ou la présence africaine ou afro-descendante ici à Montréal, au Québec ou au Canada, et comment c'est intrinsèquement lié avec tout ce que Webster a expliqué, en fait. Voilà. Benito Sylvain il est l'aide de camp, en fait. C'est un Haïtien sous le président Simon Sam, qui est l'aide de camp à Ménélique pendant la guerre italo-éthiopienne. Ménélique II, en fait, selon l'histoire ou le folklore de l'Éthiopie, serait un descendant du roi Salomon. Ménélique II combat l'Italie. En fait, les Éthiopiens repoussent l'Italie. Benito Sylvain est l'aide de camp de Ménélique II. Je dis ça parce que Benito Sylvain, ensuite, va s'organiser avec W.E.B. Du Bois aux États-Unis, qu'on sait qu'il est à l'origine du NAACP. Bien avant ça aussi, il va s'organiser avec H. Sylvester Williams. H. Sylvester Williams est un personnage, un historien, un stratégiste trinidadien qui est venu dans les maritimes à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, non, à la fin du 19e siècle, dans les maritimes à Halifax, qui a étudié à Dalhousie University, et avec James R. Johnston, là-bas, serait à l'origine du Colored Hockey League. Donc, le Colored Hockey League, c'est la première ligue de hockey noir. Pourquoi je dis ça? Parce que Benito Sylvain, H. Sylvester Williams, W.B. Du Bois, à eux-mêmes, sont aussi à l'origine du premier congrès panafricain noir de Londres. Maintenant, M. Sylvain se présente à Montréal, en fait, et il va contacter Monseigneur Paul Bruchesi. Donc, il se présente, donc encore une fois, comme un peu à l'époque de la conquête, lorsqu'on veut avoir une conversation par rapport à ce qui se passe avec la communauté, on arrive ici, on parle au clergé. Benito Sylvain, en fait, il établit le comité de l'œuvre du relèvement social des Noirs. Mais il ne vient pas juste pour ça. Entre autres, il contacte M. Bruchesi parce que, justement, Benito Sylvain sait que, historiquement parlant, là où il y a des sociétés post-esclavagistes, la situation des Noirs ne va pas bien. Donc, ça fait quelque temps, ils viennent de faire le congrès panafricain à Londres et ça regorgeait de personnalités qui venaient de plusieurs pays. Donc, je vous ai dit W.E.B. Du Bois, je vous ai dit Benito Sylvain, mais même là encore, il y a des pays partout à travers les Antilles, à travers le continent africain. Bon, continent africain, il y avait l'Éthiopie et le Libéria, et aussi beaucoup de quartiers ou d'endroits où il y a la diaspora afro-descendante qui se trouve. Benito Sylvain ensuite va avoir un journal. Il va avoir un journal qui va s'appeler L'Étoile africaine, qui va venir présenter à Montréal. Donc, Benito Sylvain va séjourner à Montréal. Il va rester longtemps, pendant quelques années, il va rester sur la rue Ontario. Là, ça dit bulletin de l'œuvre du relèvement social des Noirs rédigé par le commandant fondateur de l'œuvre, Benito Sylvain, décembre 1906. Donc, ça, c'est une première présence panafricaniste à Montréal qui, historiquement parlant, nous conscientise à comprendre le besoin organisationnel de la communauté ou des personnes africaines ou afro-descendantes ici présentes sur l'île de Montréal, au Québec ou au Canada, quoi. Alors ça nous emmène dans un quartier, lorsqu'on parle du panafricanisme, ça nous emmène dans la petite Bourgogne, qui à l'époque ne s'appelle pas comme ça, ancien village Sainte-Cunégonde, village de l'île aussi à côté, des amalgames de faubourgs, donc des amalgames de faubourgs qui se retrouvaient entre certains faubourgs, là où, pas loin des stations de train, la gare Windsor, une communauté noire s'est établie. Encore une fois, en lien avec ce que Webster a dit, cette communauté noire s'est établie là parce que, après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la compagnie de train CP Railway, ou à l'époque, si je ne me trompe pas, ce qui est plus... donc, CP Railway, donc bon, la compagnie de train de l'époque, excusez-moi, ils vont s'établir là et ils vont demander à avoir des personnes noires spécifiquement.
Donc, Pullman Train Company. Pullman Train Company. Ils vont demander à avoir des personnes noires spécifiquement, c'est-à-dire des noirs qui vont prendre les bagages, qui vont, c'est ça, nettoyer en dedans, parfois qui vont même faire les devoirs avec les personnes, qui vont faire la nourriture, qui vont même mettre les enfants au lit, parce qu'on sait qu'ils travaillent dans les trains. Parfois, on est dehors pendant quelques jours, des semaines. Donc, c'est-à-dire que ces personnes, ces hommes noirs, spécifiquement des hommes, ces hommes noirs sont demandés, donc on a un poste pour eux, spécifiquement pour eux, parce qu'ils sont des hommes noirs. Donc, après l'abolition de l'esclavage, on a des hommes noirs qui ont beaucoup de talent, si je peux dire ça comme ça, qui savent faire toutes sortes de choses, qu'ils ont appris à faire de toute leur vie, une durée de vie. Donc, lorsqu'on demande ça, plusieurs d'entre eux savent déjà faire toutes ces positions. Donc, ils arrivent et puis ils sont sous-payés, dans des conditions de travail précaires. Mais, par contre, ce qui arrive, ce qui les emmène ici, c'est encore une fois, OK, donc, ce besoin de s'organiser. Parce que là, maintenant que l'esclavage est aboli, si on peut aller quelque part où c'est mieux pour nous, on ira, quoi. Donc, ça nous emmène les Sleeping Car Porters. Donc, ces hommes-là, ils vont être à l'origine de plusieurs mouvements, encore une fois, qui vont rallier la présence noire, la communauté afro-descendante ou noire, ici même à Montréal, au Québec ou au Canada. Exemple, ils sont à l'origine du premier syndicat noir en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'à l'époque où des Noirs n'avaient pas le droit d'être dans le syndicat, dès 1917, ces hommes s'étaient organisés justement pour avoir leur syndicat, The Order of Sleeping Car Porters, qui a vu le jour, encore une fois, dans le quartier qui va s'appeler la Petite Bourgogne. Ces hommes originaires, encore une fois, du sud des États-Unis, beaucoup d'entre eux du sud des États-Unis, beaucoup d'entre eux de la Caraïbe et une bonne partie aussi d'entre eux des maritimes de l'Est du Canada se retrouvent dans la Petite Bourgogne. Ils sont des Noirs, anglophones, protestants, qui ont plusieurs choses en commun, excusez-moi, qui ont plusieurs points qui diffèrent, mais ont beaucoup plus de choses en commun. C'est-à-dire que, encore une fois, ce besoin de s'organiser, partir pour une vie meilleure, être à la recherche de quelque chose d'autre, c'est ce qui va nous montrer, encore une fois, comment ces personnes vont s'organiser dans ce petit coin de ville qui vont vraiment, c'est là qu'ils vont s'établir, c'est là qu'ils vont appeler chez eux. Mais en 1917, dans ce quartier qu'on appelle, pas encore la Petite Bourgogne, donc elle a maintenant Saint-Henry, Saint-Antoine, Sainte-Cunégonde, pour beaucoup de Canadiens français encore, il y a un personnage du nom de Marcus Garvey qui fait son arrivée. Marcus Garvey fait son arrivée à Montréal en 1917. Lorsqu'il arrive à Montréal, il est étonné de voir en fait à quel point la communauté noire ici est oppressée, en fait, parce que pour être passé à Harlem, être venu de la Jamaïque, Mr. Garvey, avoir séjourné, avoir vécu au Costa Rica, travaillé dans des champs de bananes au Costa Rica, M. Garvey a côtoyé différents types de diaspora. Lorsqu'il arrive ici, il est étonné. Donc, il voit le besoin de s'organiser, il voit le besoin de s'activer. Lorsque Garvey arrive, of course, il y a déjà le Union United Church qui existe. Comme je vous ai dit, le Sleeping Car Porters est en train de voir le jour. Il n'y a pas encore le NCC. Donc, lorsque Garvey arrive, il arrive à un moment opportun. Marcus Garvey va officiellement établir le panafricanisme à Montréal, au Québec, au Canada, le 9 juin 1919. Donc, il est venu avant ça en 1917, il est venu après ça encore en 1918, et à quelques reprises, on a refusé l'accès au pays, c'est-à-dire qu'il a été refusé à la frontière à 2 ou 3 reprises. Du Universal Negro Improvement Association. Donc, Marcus Garvey se promène. Il n'est pas juste un activiste, un homme d'affaires, un entrepreneur. M. Garvey a un journal, Negro World, qui est rédigé en anglais, français et espagnol dans une trentaine de pays. M. Garvey, à chaque endroit où le UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui a vu le jour à Kingston, en Jamaïque, en 1914, à chaque fois qu'il arrive à un endroit, et qu'il ouvre UNIA, ces endroits-là, il va les appeler des Liberty Hall, eh bien, ils sont propriétaires de la bâtisse. Donc, M. Garvey est un homme d'affaires, un entrepreneur. En plus de tout ça, M. Garvey a une ligne de bateau, Black Star Line, qui, en passant, est la raison pourquoi le Ghana a une ligne noire. Donc, lorsque Kwame Nkrumah lorsque le Ghana a pris son indépendance sous Kwame Nkrumah, il a mis une étoile noire sur le drapeau du Ghana pour
payer hommage, pour rendre ses hommages à Marcus Garvey, qui a été son mentor lorsqu'il habitait à Londres. Donc, je dis ça parce que M. Garvey est à Montréal. Excusez-moi. M. Garvey est à Montréal et il ouvre le UNIA. Lors de cette rencontre au UNIA, plusieurs personnes adhèrent. En fait, même le UNIA à son apogée, à plus de 700 membres à son apogée. Parmi ces membres, il y a à gauche Louise Langdon, à droite Earl Little. Earl Little, on dit qu'il est un grand homme baraqué qui vient du sud des États-Unis, de la Géorgie, qui, voilà, un prédicateur, un homme d'une forte voix, d'une forte prestance, très charismatique. On dit qu'il faisait à peu près 6 pieds 4, 6 pieds 5. On dit que Louise Langdon, elle est venue de la Grenade. Donc, Grenada en anglais, elle est venue de la Grenade. Et en fait, elle est venue chez son oncle Edgerton Langdon, chez qui, justement, elle séjourne, elle vit. Elle est venue étudier, en fait, elle est polyglotte, elle parle anglais, français et elle parle un créole caribéen à saveur franco. Donc, le créole qu'on dirait French patois ou chez nous, on dirait juste elle parle créole. Donc, elle parle aussi cette langue. Elle est née d'une union, malheureusement, elle est née d'une union d'un père, si je ne me trompe pas, écossais et d'une mère qui avait 12 ans qui a été violée. Donc, Louise Langdon, elle porte son métissage sur elle, mais elle le porte comme un signe de viol. Donc, toute sa vie, elle cherche à couvrir, c'est-à-dire en anglais, bon, excusez-moi, l'anglicisme, that shame, elle cherche à couvrir ce qu'elle considère comme une honte. Et elle devient, en fait, son oncle, Edgerton Langdon, et s'était rendu à Harlem à une session, à une rencontre ou à une conférence de Marcus Garvey à Liberty Hall de Harlem, qui, en même temps, à ces époques-là, même, lorsque Garvey avait ses conférences à Harlem, des personnes telles que Ho Chi Minh se rendait à Harlem. Donc, Ho Chi Minh, même plus tard, va nommer Garvey comme une de ses influences. S'est rendu à Harlem et revient à Montréal et voit le besoin de s'organiser encore une fois. Edgerton Langdon va même être considéré comme le cofondateur du UNIA à Montréal. Il revient et Louise Langdon est secrétaire. Louise Langdon, secrétaire, rencontre Earl Little, qui lui est déjà un membre du UNIA, qui a vu le jour avant ça aux États-Unis à Harlem en 1917. Donc, il arrive et ils sont en train de s'organiser. Ils se rencontrent, ils se marient, ils vivent à Montréal pendant un certain laps de temps. Ensuite, ils vont quitter Montréal, bon, pour Philadelphie. Ensuite, vont s'établir au Nebraska. Malcolm X va naître Omaha, Nebraska, Omaha. Et après ça, il va grandir à Lansing, Michigan. Son père va être tué. Ensuite, c'est ça qui va se passer. Mais ses parents, cette vision de ce qu'on connaît Malcolm X, a vu le jour par l'entremise du panafricanisme qui s'est établi à Montréal. Et je pense que historiquement parlant, ce panafricanisme, il s'installe à Montréal à un endroit clé parce que Montréal est simultanément un endroit où se rencontrent les personnes de la diaspora, les personnes qui parlent français, des personnes qui parlent anglais, et ça fait en sorte qu'il y a un amalgame de personnes qui coexistent dans ce lieu et qui s'organisent. Un autre membre du UNIA, je pense qu'il serait peut-être intéressant de connaître aussi, c'est Dominique Gaspard. Dominique Gaspard, quite an interesting character. Dominique Gaspard est un des premiers médecins noirs à Montréal, de la petite Bourgogne, du Sud-Ouest, aussi à Verdun, il y avait son bureau. Dominique Gaspard, très intéressant, c'est un c'est un noir francophone, African-American, francophone, qui venait de la Louisiane, qui a étudié au séminaire de Saint-Hyacinthe, mais c'est un Afro-Américain aussi, qui s'est établi dans la petite Bourgogne, qui travaillait en français, mais qui était pour les causes noires. Donc, il se marie avec une anglophone noire de la petite Bourgogne de l'époque. Il est établi dans la communauté et c'est aussi un membre du UNIA. Et je pense que Dominique Gaspard, ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a fait son service militaire aux États-Unis. Il a choisi de venir s'établir ici par la suite et il était catholique. Donc, il était un point de rencontre pour plusieurs communautés de l'époque. Et je pense que c'est très intéressant parce que, bon, comme c'était le mois de l'histoire des Noirs, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le mois de l'histoire des Noirs. Non, c'est pas vrai. Les gens qui aiment ça, mais il y en a qui questionnent, mais c'est Carter G. Woodson qui a instauré ce mois pour plusieurs raisons. Entre autres, une des raisons, ça serait de connaître Dominique Gaspard. Je dis ça aussi parce qu'il est établi dans la petite Bourgogne.
Par la suite, il va s'établir à Verdun et il y aura une petite communauté noire qui va prendre naissance à Verdun. Et parmi ces communautés noires qui vont prendre naissance à Verdun, il y a Fred Christie qui vient de Verdun. Fred Christie est un homme à qui on a refusé l'accès, on a refusé une bière dans une taverne au Forum de Montréal dans les années 30. Il était chauffeur de taxi dans les années 30. Et aussi de Verdun, il y a la juge Juanita Westmoreland qui vient de là. Donc, Verdun a vu une communauté noire, donc a connu une communauté noire qui a aussi eu son apport en ce qui a trait aux mouvements civiques, aux mouvements sociaux, d'une façon ou d'une autre. Parce que l'histoire de Fred Christie a permis à la communauté aussi à demander une mobilisation et c'est par la suite que aussi plusieurs personnes ont senti le besoin de se regrouper. Et encore une fois, dans la petite Bourgogne, on ne peut pas parler de la petite Bourgogne sans parler des nuits festives du jazz, donc sur la rue Saint-Antoine. Mais on voit Rockets Paradise à gauche. Rockets Paradise, ça a été ouvert par Rufus Rocket, qui est un descendant des Marrons de la Jamaïque, encore une fois, pour ce que Webster disait par rapport au monde occidental qui est en plein mouvement. Rufus Rocket est un descendant de ces marrons jamaïcains dont Webster nous parlait. Et il quitte la Jamaïque à la fin du 19e siècle pour s'établir à Montréal, mais avant passe par Halifax, ensuite se rend à Montréal. Le lien entre les marrons jamaïcains et Halifax est qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui ont été déportés dans les années 1790, à un endroit qu'on appelle aujourd'hui North Preston. Il sera à Montréal. Monsieur Rocket est un sleeping car porteur. Donc, je vous ai parlé encore une fois de l'influence des porteurs, sleeping car porters. Monsieur Rocket, en fait, va être une des premières personnes ou la première personne noire à avoir un permis d'alcool ou une licence d'alcool en 1928. Il n'est pas la première personne à ouvrir un club jazz, mais son club jazz devient un des plus réputés au monde. Des personnages tels que Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, Sarah Vaughan, juste Cab Calloway, juste pour en nommer quelques-uns. Aussi le quartier qui nous a donné Oscar Peterson, Oliver Jones, Steve Wade, Daisy Sweeney. Mais ce quartier en tant que tel a aussi vu la naissance du panafricanisme grâce aux Sleeping Car Porters, parce que le premier bureau du UNIA, donc je vous ai parlé de Garvey, était justement pas loin de la gare, sur la rue Saint-Antoine, à côté des clubs jazz. Donc, plusieurs de ces musiciens jazz étaient des Sleeping Car Porters et étaient aussi membres du UNIA. D'où la raison pourquoi, lorsque le UNIA s'était établi la première fois, c'était dans la bâtisse qui servait comment dire, un dorm room, de dormoir, à ces travailleurs, à ces personnes qui travaillaient dans le train. Donc, encore une fois, la présence africaine ici nous donne c'est plus qu'une présence, c'est la culture, c'est une richesse, parce qu'aujourd'hui, Montréal est reconnue comme la ville festive du jazz. Je veux dire, il y a du monde qui vient à travers le monde pour justement parler du jazz, voir le jazz, écouter le jazz qui se passe sur la place des Arts. Mais ces initiatives, à l'époque, le jazz n'est pas bien reçu, c'est perçu comme la musique de nègres. Ouais, on ne veut pas du jazz. Ce qui nous représente, ce qu'on pense que c'est l'opéra qui nous représente et que le jazz, c'est underground. D'ailleurs, la raison pourquoi Rocket ouvre son club jazz sur De la Montagne et Saint-Antoine, c'est qu'il a essayé d'ouvrir Uptown, donc à l'époque le centre-ville, d'aujourd'hui, Sainte-Catherine, de Maisonneuve, Dorchester et tout ça, René Lévesque, il n'est pas admis là-bas. Donc, on lui dit d'aller au bas de la montagne. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, vestige esclavagiste, ségrégation, on parle de ségrégation raciale, on parle d'une hiérarchisation, encore une fois, c'est-à-dire que vous irez en bas de la montagne. Mais les personnes que je vous ai nommées qui venaient performer ici, lorsqu'ils finissaient d'aller dans les clubs blancs, ils venaient au Rockets Paradise justement pour se divertir. Et au Rockets Paradise, plusieurs de ces musiciens étaient des porteurs dans les trains et étaient des membres du UNIA pour beaucoup d'entre eux. La rue Saint-Antoine, je vous montre aussi ça parce qu'à l'époque aussi, donc il y a le phénomène panafricaniste voit le jour, encore une fois, dans la petite Bourgogne, revoit le jour où est instauré dans la petite Bourgogne, ou à une continuité dans la petite Bourgogne, ou dans les années 60,
que ça soit en rapport avec Sir George Williams Affair, parce que plusieurs de ses étudiants allaient dans les cellules d'études de C.L.R. James. C.L.R. James, qui est à l'origine du livre Black Jacobin, Toussaint Louverture and the Revolution of Saint Domingo. Donc, on sent un besoin de s'organiser, c'est-à-dire lorsque le professeur Perry échoue ses élèves noirs ou ses élèves afro-descendants, on ressent un besoin de s'organiser. Et lorsqu'on s'organise, on s'organise autour justement des études de C.L.R. James, autour de Black Jacobin. Pourquoi on s'organise autour de Black Jacobin? Encore une fois, pour revenir à ce que Webster a dit, la révolution haïtienne permet à ces personnes de s'émanciper mentalement, psychologiquement, et de permettre de se créer une stratégie pour avoir une approche à comment aborder ce problème. Bon, je ne dis pas qu'ils ont suivi la révolution haïtienne de A à Z, mais je dis que dans les études de C.L.R. James, qui se passait beaucoup dans le NCC, dans la Petite Bourgogne, beaucoup dans la Petite Bourgogne, là où même le UNIA, où des années auparavant, Garvey s'est instauré, il y avait ce mouvement, il y avait ce courant, et il y avait cet amalgame, ce Afro-melting pot qui se passait dans cette communauté. C'est un petit peu plus moderne, mais même à l'époque, encore une fois, on voit ici sur une photo, on voit... Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Ici, sur une photo, on voit Rocky Jones de Halifax, donc un activiste Rocky Jones de Halifax. Rocky Jones est un descendant de ces personnes noires, encore une fois, pour revenir à ce que Webster disait par rapport à l'esclavage, la condition esclavagiste. Donc, Rocky Jones est un de ses descendants, ses ancêtres se sont battus du côté britannique, et on finit à Halifax, on finit dans les Maritimes, à Truro, en Nouvelle-Écosse. Rocky Jones est un activiste de la Nouvelle-Écosse qui est un Canadien noir, qui est de 8e ou 9e génération. Au milieu, on a C.L.R. James, cet historien trinidadien, qui est l'auteur de plusieurs livres, mais le plus célèbre, Black Jacobin, Toussaint Louverture and the Revolution of Saint Domingo. Ensuite, bon, je ne veux pas minimiser C.L.R. James parce qu'il est un des personnages marquants, non seulement de l'histoire noire, mais aussi de Trinidad, et ça va influencer beaucoup de personnes qui vont venir de là, Claudia Jones en Londres, etc. Stokely Carmichael, aussi de Trinidad, est un activiste qui a été un Freedom Rider, qui a été avec Martin Luther King, Freedom Rider avec Martin Luther King, qui a été un Black Panther, donc dans le Black Panther Party, le même party que Huey Newton et Bobby Seale. Ensuite, qui s'est rendu à l'évidence que sa cause allait au-delà de ce qui se passait aux États-Unis, qui s'est rendu, qui a voulu frayer des chemins, encore une fois, le panafricaniste, s'est rendu sur le continent, a changé son nom. Pour Kwame Touré, pour payer hommage aux deux personnes qui ont donné la première indépendance au pays africain, Gold Coast, le Ghana, Kwame Nkrumah, et la Guinée, j'ai oublié l'autre nom, excusez-moi, la Guinée pour Sékou Touré. Donc, ces personnes sont à Montréal et s'organisent, et ces personnes sont en contact avec des Montréalais. Je veux dire, ça, c'est du monde que, exemple, Philippe Fils-Aimé a côtoyé parce qu'il était un des activistes à Sir George Williams. Donc, la présence africaine fait en sorte qu'on est en 68. 68, c'est l'année où Martin Luther King est mort. C'est l'année où Pierre Vallière écrit Nègre blanc d'Amérique. C'est une année où est-ce qu'il y a beaucoup de combats, bon, je dis combats idéologiques à travers le monde, la décolonisation de l'Afrique, les émeutes qui se passent aux États-Unis ou dans différentes parties des communautés afrodescendantes, les enfants de la génération Windrush qui sont en train de devenir des adultes qui auparavant ont cherché à s'émanciper avec des mouvements punk. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les communautés noires qui font en sorte qu'on ressent encore ce besoin de s'organiser. Et je fais un lien, encore une fois, avec ce que Webster disait, parce que pour beaucoup de ces personnes, ils sont venus de communautés où est-ce que la situation esclavagiste ne différait pas tant. Que ce soit à Trinidad, on parle des Caraïbes, bon, on parle de Rocky Jones, ses descendants sont venus des Maritimes, ils étaient libres, mais encore une fois, là, dans les Maritimes, c'était très difficile parce que c'est même là où il y a eu les premières émeutes raciales envers les personnes noires, Shelburne Riot en 1784. Donc, pour moi, je veux dire, c'est très important. La présence africaine est très importante parce qu'elle amène une richesse. Je ne suis pas rentré dans les détails pour parler des Doudou Boissel et tout, mais je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a une continuité historique et il y a ce besoin de comprendre un peu qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on s'en va.
Merci beaucoup, Rito, pour cette présentation incroyable. Merci encore aussi, Webster. Donc, on a reçu beaucoup de questions. On en a reçu plus d'une trentaine. Malheureusement, on ne va pas pouvoir passer à travers toutes les questions. Donc, on va commencer. Désolée. ce sont mes enfants en arrière, vous entendez. Non, Donc, ils ont été très intéressés aussi par les présentations, donc merci. Donc, la première question ici de Samuel Laguerre, c'est donc, d'après vous, quel est le moment de l'histoire des Noirs le plus marquant au Québec, duquel on a à être le plus fier? Je vais jumper en premier, juste Hein? parce que je veux dire big up, bro. C'est vraiment dope comme conférence. Respect. Aussi, puis, Merci à toi. On a des choses à se dire. Mais non, tellement dope. Mais j'en profite aussi en même temps pour dire, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a tout le mouvement des fugitifs, les gens qui fuyaient, dont on doit être fier. Mais pour utiliser l'expression de Rito, c'est un segue vers ce dont je voulais qu'on parle, Alexander Grant. Parce qu'Alexander Grant, Rito l'a mentionné, c'est le premier afro-descendant à publier dans un journal, comme il fait publier l'annonce de son shop, là, où est-ce qu'il coupe les cheveux, vend du parfum, reprise des vêtements, sur Saint-Paul à l'époque. Il y a Frank Mackay qui a écrit un chapitre très intéressant dans Black Den à propos d'Alexander Grant. Mais le moment que je trouve extraordinaire chez Grant, c'est en 1836. C'est-à-dire que 1er août 1834, l'esclavage est aboli. Il y a cette grande célébration dont Rito parlait. 1836, il y a une femme qui s'appelle Anne Gilston qui se présente à Montréal avec une jeune fille qui s'appelle Betsy Freeman. Elle vient de Caroline du Nord, donc c'est son esclave. Tu sais. Et Alexander Grant demande à la jeune fille, est-ce que tu es esclave? Et la fille, elle dit oui. Donc, il l'amène chez elle. Et la police se présente le lendemain pour ramener la jeune fille, l'amène où est-ce que Anne Gilston logeait. Et là, la communauté noire de Montréal sort, et ils accompagnent et ils encerclent la maison pour empêcher Anne Gilston et la jeune fille de partir vers les États-Unis. Donc, ils font un sit-in, tu vois ce que je veux dire? Comme ils assiègent la maison, il n'y a plus personne qui rentre, plus personne sort, comme on a un problème, tu vois? Puis, ça va finir en cours. Alexander Grant va être accusé d'avoir causé une émeute. Finalement, va être acquitté. Il va être défendu par un avocat patriote, Perrault, qui va mourir à la bataille de Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Alexander Grant va mourir d'une mort prématurée en 1838 d'un accident de cheval. Là. Il va se casser la tête, il va se fendre le crâne sur le chemin. Mais pour moi, ce siège du lieu où Anne Gilston habitait, je trouve que c'est un moment où la communauté noire se rassemble et comme on bouge en crew. Là. Rito, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi je pense pareil aussi. Je pense qu'historiquement parlant à Montréal, Alexander Grant, je pense que c'est un incontournable. Ouais, pour enchérir tout ce que Webster a dit, moi j'ai pris ces exemples-là, que ce soit Benito Sylvain, que ce soit Garvey, je les ai pris parce que sur l'île de Montréal, le premier exemple qu'on a comme ça, le rassembleur qu'on a comme ça, c'est Alexander Grant. Donc, Alexander Grant, avant même qu'on pense au panafricanisme, exerce déjà ce type de leadership ici à Montréal. Et ça, c'est avant Frederick Douglass, c'est avant beaucoup de personnages historiques dans le monde noir, en fait. Et je pense que ce n'est pas à minimiser parce que si vraiment on veut relater l'histoire telle qu'elle, on doit donner la place ou l'espace, pas juste dans les écrits, dans le papier, mais dans le temps aussi. C'est-à-dire que, comme Webster a dit, Alexander Grant, son avocat, c'est un patriote. Alexander Grant, il parle anglais, mais Alexander Grant, il baigne dans toutes sortes de sauces. C'est un homme d'affaires, c'est un rassembleur, c'est un gars qui il se mouille, là, tu comprends? Fait que lui, il mérite quelque chose à son effigie. Il mérite vraiment, là, peu importe ce qu'on va nommer, un nom de rue, une école, une station de métro, mais vraiment, il mérite quelque chose pour démontrer comme quoi, regarde, ça ne date pas d'aujourd'hui que les communautés noires cherchent à s'organiser ici à Montréal, se battre pour une forme d'émancipation. Exact. Ouais. Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, il y a une question qui est revenue
très souvent dans le chat et puis dans la section questions-réponses. Donc, quels seraient vos top 3, vos 3 ouvrages que vous recommanderiez pour lire sur ce sujet? Donc, roman, livre d'histoire, n'importe quoi en fait pour approfondir les connaissances de nos participants par rapport à ce dont vous avez parlé. Tu veux y aller, Rito? Juste 3. Je peux en dire plus si tu veux. Non, Mais j'ai dit 3 pour mais je essayer de... réfléchissais. Mais bon, moi, je dirais pour les Noirs à Montréal, où il y a Dorothy Williams qui a écrit sur la condition des Noirs à Montréal, Dr. Afua Cooper à l'époque de Marie-Joseph Angélique, Frank Mackey qui écrit à l'époque de entre la période esclavagiste et la période d'émancipation, un petit peu avant la période moderne. Excusez, je pense que c'est ouais, voilà, ces personnes-là, si vous allez chercher, que ce soit Black Dan, que ce soit Blacks in Montreal, même David Austin qui écrit aussi dans les années plus modernes, les années 60. En fait, j'ai beaucoup parlé de l'aspect à David Austin par rapport à C.L.R. James. Lui aussi parle de la mère à Malcolm. Je pense que si vous allez vers ces personnes-là, ils vont pouvoir vous orienter. Et ouais, je dirais Fear of a Black Nation, Blacks in Montreal et Black Dan / Hanging of Marie-Joseph Angélique. Écoute, moi, ça tourne beaucoup autour de ça. Je pense que Fear of a Black Nation de David Austin, traduit en français, Nègre noir, nègre blanc, très intéressant. Un livre que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps et que j'ai trouvé fascinant, c'est North of the Color Line. Et une grande partie de ce que Rito a dit par rapport au Pullman, on retrouve en détail. Parce qu'on a minimisé l'apport des porteurs dans l'éveil aux Canadiens. Puis je pense que c'est eux qui ont fait la UNIA, NAACP. Il y avait d'autres aussi, le College Political Protective Association, donc des associations homegrown. Et donc, North of the Color Line, je pense que Done with Slavery de Frank Mackey est un ouvrage incontournable. Ouais. Done with Slavery, t'as raison. Ouais. Puis la Marie-Joseph Angélique de Afua Cooper est important aussi. Et ce que je peux vous conseiller, si vous allez sur le site internet de mes visites guidées, québechistoricstore.ca, il y a une bibliographie dans la section documents historiques. Donc, même Montréal en action, vous pouvez juste copy-paste la bibliographie. Vous faites juste prendre les livres, transférez-les, tu sais, mais à chaque fois que je lis quelque chose d'intéressant, je le mets là pour que les gens puissent s'y référer. Dope. Merci beaucoup. Je suis sûre que les gens vont avoir beaucoup de livres à commander et puis à lire. Allez à la librairie Racine. Shout out la librairie Racine. Gabriela Tinté, you already know. Allez-y. En effet. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question tourne autour, mais il y a plusieurs personnes aussi qui l'ont mentionné, mais tourne autour du fait de quels sont les moyens que nous pouvons prendre en tant que citoyens afin que l'histoire des Noirs et puis les impacts, les répercussions que ça a eu soient enseignés dans les écoles et peut-être même pousser l'idée un petit peu plus loin. À quand une école qui serait dédiée en fait aux Afro-descendants du Québec? Et on aimerait avoir vos réflexions là-dessus. Vas-y, Webster. Tu es déjà dans le quand même éducatif. Écoutez, je pense que chaque personne doit en parler autour d'elle au minimum. Après ça, les gens peuvent écrire des lettres, des pétitions, écrire au ministère de l'Éducation parce qu'effectivement, ça doit être quelque chose qui doit être enseigné à l'école. Toutefois, c'est drôle parce que je faisais une entrevue aujourd'hui, puis c'est ça que je disais, c'est que oui, il faut que ça soit enseigné à l'école, mais je ne veux pas attendre après le gouvernement pour que ça soit enseigné et que les gens entrent en contact avec cette histoire-là, parce que ça peut être encore très long. Donc, on doit le prendre, le porter et investir différents secteurs. Tu vois, comme les livres, on parle beaucoup de livres, et les livres, c'est important. Toutefois, il y a des gens qui ne lisent pas. Et moi, je ne veux pas attendre que ces gens aient envie de lire pour se renseigner par rapport à cette histoire-là. Les livres sont importants, ça, no doubt.
Mais je pense qu'il faut penser à des pièces de théâtre, comme il y avait une pièce récemment sur Marie-Joseph Angélique. Il faut penser à des émissions de télé. Il y a une émission qui se fait sur les porteurs en ce moment, à des films aussi. Donc, différents éléments qui puissent, de chaque côté, chaque secteur, puissent amener cette histoire-là sur la table, que où est-ce qu'on se tourne, on puisse avoir accès à cette histoire-là. Et donc, l'école, mettons de la pression sur l'école, mais n'attendons pas après eux. Et donc, je pense que c'est ça qu'on peut faire en tant que citoyen et citoyenne. Et Rito? Ouais, je veux dire, c'est ça, j'ai pas grand-chose à rajouter, en fait, c'est ça. Oui, c'est bien à l'école et moi, je serais partant pour l'école aussi, mais comme Webster a dit, on ne pourra pas attendre après l'école et on pourra pas, voilà, on pourra pas non plus, on n'a pas le luxe, en fait, d'attendre. Parce que ces choses-là, en fait, qu'on vous apprend ou qu'on explique, que nous-mêmes, on apprend, on n'a pas su ça en grandissant. Tu vois, donc, tu vois, donc et c'est ça l'affaire, c'est que maintenant, si on a des jeunes générations, un enfant de 8 ans qui entend Alexander Grant, à même titre qu'il peut entendre Frederick Douglass ou qu'il peut entendre Martin Luther King, il sait que, ouais, mais écoute, il peut aller au Vieux-Montréal et comprendre qu'est-ce qu'Alexander Grant a fait, où il a vécu, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Lui-même, ça lui donne un sens d'enracinement. Mm-hmm. Oui, de là, justement, l'initiative de mon livre Jeunesse, le grain de sable. Voilà, exactement. Entrer en contact avec cette histoire-là, mais pas attendre les enfants. C'est comme, yo, straight up, les enfants, et dans 20 ans, on va voir ce que ça donne. Ça, ouais. Au moins, les enfants puissent être en contact avec cette histoire-là. Tout à fait. Le grain de sable, guys. Non, moi, en tout cas, moi, je l'ai lu. Moi, je trouve que le grain de sable, en fait, c'est pas nécessairement seulement pour enfants. Je pense qu'un adulte qui veut un petit peu se balader peut bien lire le grain de sable et ça donne un bon niveau de compréhension. Ensuite, c'est comme une entrée pour aller plus profond, quoi. Mais merci, frère, parce qu'en fait, respect à toi, frère. C'est un cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est pour enfants, mais avec un vocabulaire, c'est plus pour les adultes aussi. C'est un free table book. C'est le truc que tu regardes, ça te prend 1 heure max à lire, même. Ouais, j'aime ça. Moi, tout ça, tu sais. Mais c'est vraiment pour tout le monde, là. C'est déguisé. Exact. Non, respect, frère, respect. Donc, non, mais c'est ça. Donc, avec le grain de sable, exemple, ça permet de comprendre ou de parler d'Olivier le Jeune. Olivier le Jeune, la raison pourquoi il est important, c'est pas seulement la première personne noire esclavagisée, c'est pas seulement le premier élève noir, mais c'est la première personne noire au Québec à se retrouver dans un contexte où est-ce il est conscient qu'il est dans une hiérarchie, il est conscient qu'il est dans un système, il est conscient, puis il doit naviguer au travers de ça parce que c'est ça. Donc, je pense que ce qu'Olivier Lejeune nous fait sentir, c'est que, ouais, t'inquiète, je suis ton petit copain, je suis comme toi, quoi. Ouais, et ce qui est particulier en plus, c'est qu'Olivier Lejeune, il est conscient de cette africanité-là. Quand on va le baptiser, il va dire, parce qu'on dit on va te baptiser, puis bientôt tu vas être comme nous. Puis il s'est pleuré. Puis on dit, mais pourquoi tu pleures? Mais si vous dites que je vais être comme vous allez m'enlever la peau. Parce que moi, je suis noir, vous êtes blanc. Et donc, déjà, dès sa présence ici, au début des années 1630, il a conscience de son africanité. Et donc, Olivier Lejeune, ce que je trouve particulier, c'est que c'est un personnage qu'on doit célébrer, c'est un personnage historique, mais qui est historique de par son seul vécu, juste le fait d'être là. Tu vois, il y a des gens qui, eux, sont en mouvement, ils font des trucs. Olivier ne s'en rend même pas compte. Il est là, puis maintenant, tu es comme, dude, t'étais là. T'étais là, puis il ne sait pas à quel point il est historique quand il vit là. Je pense même pas que dans sa tête, bon, je sais pas, on n'est pas là pour dire, mais d'après moi, il n'y a pas conscience à quel point c'est comme, bro, non seulement tu es là, tu es un point de repère là. Et c'est ça, quoi. Merci. Merci pour cette réponse. Donc, je pense qu'on a le temps encore pour 2 questions. Les gens, ils sont en feu en ce moment. Il y a vraiment des bonnes questions. Donc, la prochaine question va tourner autour des femmes parce que c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des hommes noirs qui ont influencé l'histoire justement des Noirs au Québec et au Canada. Et donc, la question est, quelles sont les femmes que vous mentionneriez qui ont eu une influence sur l'histoire du Québec, vu qu'on a parlé surtout d'hommes pour l'instant? OK. Ben, on va dire, comme on va dans le contexte, je vais parler peut-être des femmes noires. Bon, je peux donner un top 3, mais
bon, encore une fois, c'est peut-être la même chose que elle, c'est peut-être la même chose qu'Olivier Lejeune. Marie-Joseph Angélique, c'est aussi par le fait de son existence que, non, pas juste, non, c'est pas vrai. Parce que, pourquoi je ne vais pas dire que c'est pas vrai? Parce qu'elle a quand même posé l'action, bon, présumablement, elle a posé une action d'avoir mis le feu. Donc, Marie-Joseph Angélique, d'après moi, à l'instar d'Alexander Grant, c'est la première activiste à Montréal, si on peut dire ça comme ça, si on respecte l'historicité, si on va dans le sens que des fois, parce qu'il y a des sources qui disent comme quoi que non seulement elle aurait mis le feu, mais que ce n'est pas sa première fois d'avoir mis le feu. Maintenant, c'est sûr et certain que aussi, c'est vrai que Marie-Joseph Angélique est un bouc émissaire. On ne va pas minimiser ça non plus. Voilà, donc elle est dans une dualité. Mais je pense que Marie-Jo a voulu, oh, je l'appelle Marie-Jo. Marie-Joseph Angélique, ouais, je l'ai donné un petit nom. Marie-Joseph Angélique a voulu mettre le feu et partir en fuite. Donc, je pense que c'est quelque chose à observer, à apprécier, en fait. Parce qu'elle a voulu, en fait, elle a voulu exister, quoi. Elle a dit, je vais mettre le feu. Marie-Jo. Sinon, il y a aussi Charlotte Trim, parce que Webster a parlé de Charlotte. Charlotte est née en Afrique, guys. Charlotte est née en Afrique. Charlotte s'est fait kidnapper à 12 ans. Charlotte a passé la traite transatlantique, là, guys. Faut... tu sais, en anglais, il y a le proverbe qui dit « There's levels to this each ». Charlotte a passé la traite transatlantique, a été dans les Caraïbes, l'endroit le plus dur pour les esclaves, le plus dur, et ensuite s'est retrouvée à Montréal et partie en fugue au mois de février. Charlotte Trim, T-R-I-M. Elle est partie en fugue, guys, on est en février. Bon, février 2021, c'est un petit peu mellow. Mais en général, février, c'est vraiment rough. Ouais. Et aussi, bon, il y a aussi Louise Langdon, que je voudrais dire. Encore une fois, Louise Langdon, la mère de MLK, une femme très importante, une activiste aussi, c'est grâce à elle, en fait, que son fils est devenu Malcolm X. Il y a aussi Yvette Bonny. Ça, c'est une des premières femmes à avoir fait. Je pense qu'elle a pris un enfant, elle a sorti un enfant du ventre, elle a fait la chirurgie, puis elle a remis, si je ne me trompe pas, la première femme, elle a fait une greffe à un enfant d'une façon que ça fait peur même juste d'en parler, là. Tu vois, donc moi, ces femmes-là, sinon, c'est ça, c'est ça. Il y en a d'autres, mais elles ne viennent pas pour l'instant, mais il y en a beaucoup. Rosemary Brown était de Montréal avant de se rendre à Vancouver, tu vois, donc c'est ça. Même Anne Coles, avant que les gens commencent à moins l'aimer, elle était avec les étudiants de Sir George Williams. Donc, c'est ça, quoi. Ben, ça, c'est pour Montréal, quoi. Oui, puis écoute, moi, effectivement, je pense que je n'ai pas beaucoup plus à rajouter que ça, là. Charlotte, no doubt, Marie-Joseph Angélique. Juanita Westmoreland aussi. Oui, aussi. Et toutes ces femmes anonymes. Tu sais, toutes ces femmes qui ont fui. Je pense à Cash, je pense à Lydia, je pense à Chloé. Les femmes fugitives qui sont annoncées dans les journaux, Ruth aussi, qu'on voit dans les journaux, qui s'enfuient. Donc ça, c'est de la résistance. Donc, qui sont anonymes, mais je vois Bette aussi, exactement, dans l'exposition fugitive. Belle aussi, Belle s'enfuit nu-pied. Je me demande pourquoi elle s'enfuit nu-pied rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Bette va enceinte. Elle est proche de son terme, mais ça va enceinte. Ces femmes aussi du cadre de Women's Club. Women's Club, ouais. And Green Up, yeah. Ouais, Green Up. Les femmes aussi qui ont participé au cercle tu parlais du cercle d'études de C.L.R. James, Caribbean Committee aussi qui a fondé, qui a mis sur pied le Congrès des écrivains noirs, parce qu'on a les femmes, mais les femmes, elles faisaient partie aussi. Et donc, je pense que on recrée aussi cette dynamique patriarcale et androcentrée, tu sais. Mais effectivement, il y a beaucoup de femmes à souligner. Je suis d'accord. En fait, les femmes même sont à l'origine du United Church et du NCC. Donc, indirectement, elles sont à l'origine de la naissance d'une communauté noire à Montréal.
Super, merci. Je pense que beaucoup de gens ont apprécié pouvoir justement entendre le nom de quelques femmes pour justement aller les rechercher, puis même un petit peu s'identifier en fait à ce qu'elles ont vécu et puis comment elles ont contribué en fait à la vie qu'on peut avoir de nos jours. Donc, alors, la prochaine question est plus axée sur le côté de l'histoire. Donc, c'est une question de Rachel Hood et puis sa question est la suivante. Donc, si l'esclavage autochtone était plus profitable pour les Français d'Amérique du 17e siècle, vu les enjeux économiques et climatiques, vu que La Rochelle en France était un des ports les plus importants du marché des esclaves africains et puisqu'aucune loi interdisait l'esclavagisme avant 1934, est-ce que c'est un raccourci de dire que l'esclavagisme n'était pas dans les valeurs franco-américaines, selon vous? Non, moi je pense que même juste en 1707 et 1721, l'intendant Bégon va écrire plusieurs fois au roi Louis XV pour avoir le droit d'importer des esclaves noirs ici. Puis la seule raison pour laquelle la cargaison n'arrive pas, c'est qu'il y a un remaniement au sein de la Compagnie des Indes occidentales. Le gouverneur Brisé de Denonville, en 1688, va demander au roi Louis XIV le droit d'importer des esclaves noirs. Puis Louis XIV dit « Ah, pas de problème, mais assurez-vous qu'ils puissent survivre à l'hiver. » Dans le cas de l'intendant Bégon, on dit ben, on va les mettre à profit dans les mines, dans les champs de chanvre et pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, je veux dire, la France a été partie prenante du système esclavagiste atlantique. Il ne faut pas oublier que les gens qui venaient ici étaient les mêmes générations, qui venaient des mêmes lieux, des mêmes cultures, qui partaient vers le reste de l'Atlantique. Une des personnes qui a contribué à l'écriture du Code noir en 1685, ben, c'était le père de l'intendant Bégon, qui lui était intendant ou gouverneur, je ne me souviens plus du rôle, vers la Martinique, vers les Antilles. Brisé de Denonville avait des plantations à Haïti. Je veux dire, il y a cette proximité-là plus étroite qu'on se l'imagine. Donc, je ne pense pas que c'est une question tant de valeur qu'une question d'opportunité. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des esclaves ici étaient des esclaves autochtones, parce qu'il était plus facile de se procurer les esclaves autochtones. Pour se procurer des esclaves afro-descendants, ben, il faut que tu les commandes, il faut que tu fasses des pieds et des mains pour les acheter vers New York, Boston, Philadelphie, vers les Antilles, parce que les bateaux négriers ne se rendent pas jusqu'ici. Ce n'est pas rentable. Les bateaux négriers, c'est plus rentable de faire l'aller-retour Afrique, Antilles, 13 colonies, Brésil, mais de remonter l'océan Atlantique, redescendre le fleuve Saint-Laurent qui est navigable qu'une partie de l'année pour un petit marché. De toute façon, ces personnes-là, tu vas les vendre anyway. Si tu arrêtes à New York, si tu arrêtes à Port-au-Prince, si tu arrêtes à XY. Tu sais. Et donc, c'est vraiment une question, pour moi, pratique, la raison pour laquelle c'est pas une question, puis ça revient à la question de supériorité morale dont je parlais, de penser que nos ancêtres avaient une supériorité morale parce qu'ils n'ont pas autant d'esclaves. Mais encore une fois, c'est tout simplement une question pratique et d'opportunité. Et climatologique. En effet. Webster. Merci, Webster. Rito, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais je veux dire, Webster l'a bien dit, je veux dire, c'est ça, l'esclavage, c'est dans les valeurs franco-américaines. Je veux dire, quand on parle franco-américaine, on ne parle pas juste Amérique du Nord, on parle des Amériques en général. Donc, ça contient Haïti, ça contient la Guadeloupe, ça contient la Martinique, de temps en temps Sainte-Lucie, de temps en temps Saint-Vincent, de temps en temps les Grenades, de temps en temps... Donc, tu sais, il y a ça concerne beaucoup de... Ça concerne la Nouvelle-France, ça concerne Détroit, ça concerne Saint-Louis, ça concerne la Louisiane, ça concerne Des Moines, Iowa, ça concerne le Vermont. Donc, c'est sûr et certain qu'à cette époque-là, je veux dire, les Français, donc il n'y a pas juste La Rochelle, il y a aussi Nantes. Nantes aussi est un très grand port esclavagiste qui est directement lié à Ouida, au Bénin. Donc, ça concerne aussi Nantes. Puis, donc, oui, c'est directement. C'est juste que l'affaire qui arrive, je pense que des fois, quand on parle, comme Webster a dit, je pense que quand on parle de l'esclavage ici, on se positionne de manière à dire, oh, nous autres, anyways, on n'a pas fait de ça. Mais ce n'est pas tant le fait ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, c'est ce dont on avait accès. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est pas tant de dire, oh, nous, on n'a jamais eu des négriers qui ont atterri au Québec. Les négriers, ça aurait été l'investissement,
c'est un investissement d'aller chercher, c'est un bateau, le coût de la construction du bateau, le coût de tout ce que tu vas mettre dans le bateau pour subsister le voyage. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en bout de ligne et je pense que la France n'a jamais nécessairement vu la Nouvelle-France ou le Québec comme un endroit où est-ce que c'était lucratif d'envoyer une cargaison d'esclaves. Donc, ils n'ont jamais nécessairement dit, ouais, on va envoyer là, puis ça va développer. Ils se sont dit, ah, anyways, bon, si ça va bien, ça ira bien, mais bon, si jamais ça va pas bien, bon, écoute, c'est ça qui se passe tant qu'on peut garder les Antilles, quoi. Mais c'est ça, pourquoi se compliquer la vie quand tu sais que de toute façon, la cargaison, elle va disparaître. Tu vas vendre anyway. Donc, pourquoi est-ce que tu vas faire Exact. moins compliqué pour vendre tout ça? Exact. Et en plus, ici, tu ne peux pas naviguer à l'année longue. Tu sais, entre novembre, décembre et comme avril, mars, avril, tu ne peux pas nécessairement naviguer. Donc, c'est compliqué un peu aussi, là. Non, tout à fait. Tu sais, on parle des bateaux négriers, petite parenthèse, mais 46 bateaux négriers ont été construits au Canada. Entre autres. Oui, 19 à Terre-Neuve, 16 au Nouveau-Brunswick, 7 en Nouvelle-Écosse, puis 4 au Québec. Quand même, hein? Puis ça, ces bateaux-là, ils se sont rendus là, à des endroits là. Il y a 16 000 Africains. Et à travers ces 46 bateaux, 16 000 ont été transportés de l'Afrique vers les Amériques. Donc, 14 000 ont survécu. Donc, 2 000 sont décédés. Et le bémol qui est important d'ajouter ici, c'est que quand ces bateaux sont construits, ça ne veut pas dire qu'ils sont construits expressément pour devenir des bateaux négriers. Au premier qui a été construit à Québec en 1715, le duc de Bourgogne ou le duc de Bourbon, je ne me souviens plus. Mais lui commence ses voyages transatlantiques seulement à partir de 1725, donc 10 ans plus tard. Donc, c'est possible que c'est un bateau qui a été construit, puis finalement, il a été changé pour devenir bateau négrier. Et lui, tu vois, il a fait Sénégal, Louisiane, il a fait Ouida, Martinique, il a fait Sénégal, Haïti aussi. Donc, je veux dire, au final, cette histoire, je le répète, on a une plus grande proximité avec cette histoire qu'on s'est... Voilà, exactement. Voilà. Exact. Ben, merci. Donc, est-ce que c'est correct si on vous pose une question, une dernière question? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est correct. Là, c'est nous. On est là. On est là. Je veux dire, tant qu'on est là, on est là. Quand on ne sera plus là, on ne sera plus là. Pendant qu'on est là, on est là. On est là. Super. C'est un beau motto de vie. Donc, en fait, ma dernière question m'a été posée par Monsieur Joseph qui demande, en fait, donc il semblerait qu'il y ait plusieurs Noirs interprètes qui ont accompagné les Européens comme guides ou interprètes durant les premiers voyages de ceux-ci en Amérique. Et puis, en fait, il demandait, est-ce que les connaissances de ces gens sont liées aux Maures qui ont dominé l'Espagne jusqu'en 1492 et qui étaient réputés pour avoir de bonnes connaissances dans ces domaines? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ces Noirs interprètes? Quel a été leur sort une fois qu'ils sont arrivés en Amérique? Est-ce qu'ils repartaient? Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? J'y vais ou tu y vas, Webster? Tu peux y aller, puis je te suis. Ouais, je mets quelques phrases, puis je te laisse y aller. C'est bon. Mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, les corps noirs étaient... Dès que tu étais noir, on savait que tu parlais plusieurs langues. C'est un stéréotype qui s'avérait être véridique pour plusieurs personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que Mathieu D'Acosta, par exemple, comme on va prendre notre exemple local, Monsieur D'Acosta, lui, bon, son nom est portugais, donc on présume que il y en a qui disent qu'il aurait pu être mort. Il y a certaines sources qui disent que ses racines remontent au royaume du Congo, qui est le premier royaume africain à avoir des relations diplomatiques avec l'Europe ou les Portugais. Il y en a qui disent qu'il vient des îles Açores. Mais une chose est sûre, c'est que dans la péninsule ibérique, la côte africaine, il y a toujours eu des échanges, en fait, dans la péninsule ibérique, que ce soit entre les catholiques espagnols et portugais, lorsqu'il y a eu l'occupation, puis c'est devenu Andalous avec les Maures arabes, mais il y a aussi dans la Méditerranée en général, le nord de l'Afrique, il y a toujours eu ces mélanges de langages, de personnes, et
believe it or not, il y a beaucoup d'Autochtones qui se sont fait déporter vers ces endroits-là. Donc, il y a beaucoup d'Autochtones qui ont été déportés vers l'Europe, vers la Méditerranée, qui ont fait partie d'équipages. Et pour pinpoint, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que dans l'exemple du Canada, bon, je sais que dans l'histoire, on a appris que Jacques Cartier a découvert le Canada et tout, et tout. Bon, moi, je ne veux pas dire que Jacques Cartier n'est jamais venu ici, mais il n'est pas le premier Européen à se présenter ici au Canada. Et bon, les frères Cortéréal se sont déjà présentés ici. Même la province du Labrador est nommée après un explorateur portugais, Joaes Lavrador. Donc, il y a déjà ces contacts, en fait, qui se font entre les Européens, les Premières Nations d'ici, les Africains. Même Jacques Cartier, dans son journal de bord, il dit qu'il rencontre des pêcheurs basques. Mais avant tout ça, je pense qu'il est très important de parler de Aboubakar II, empereur du Mali, qui est un navigateur qui a exploré l'océan Atlantique de 1310-1311. Et c'est-à-dire qu'Aboubakar II, lorsque son successeur, Mensa Moussa, se rend à la Mecque, Mensa Moussa met de la lumière sur pas seulement le fait qu'Aboubakar II soit parti ou le fait que oui, il y a beaucoup d'or au Mali, mais il met la lumière sur les talents maritimes. Tu comprends? Parce qu'Aboubakar II, son projet, en fait, c'est que ça condensait beaucoup de parties de l'Afrique, les Bozos, les Dogons qui voient les étoiles, ceux les Swahili dans l'Est qui construisent les bateaux, qui vont naviguer dans l'océan Atlantique par les Phéniciens, etc. Donc, Mansa Moussa met de la lumière et par la suite, cette lumière qui est mise, on apprend comme quoi que voilà, il y a déjà des bateaux qui quittent de ce bord-là, qui se rendent de l'autre bord, de là où on a peur. Je dis ça pour faire un segway vite, pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient polyglottes parce qu'il y avait déjà des contacts qui étaient établis. Et ces contacts qui ont été établis ne sont pas à minimiser parce que quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'est impossible que Mathieu Dacosta arrive quelque part pour la première fois et connaisse la langue. Mm-hmm. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme un cypher. Tu vois, c'est comme si on rappelle, puis j'ai senti que ton verse était fini, puis j'allais drop mon verse. Non, je comprends. En fait, c'est ça, c'est Dacosta, très probablement, qui a dû accompagner les pêcheurs qui venaient ici auparavant. Parce que, je veux dire, quand le boss de Samuel de Champlain, Pierre Dugas-Demont, signe le contrat avec lui, ben, il signe 1 an avant. Parce qu'il veut absolument réserver les services de Mathieu Dacosta. Donc, c'est pas comme, bon, on va prendre quelqu'un qui peut-être va apprendre la langue. C'est comme on sait que tu as un si on veut absolument que tu viennes. Puis Dacosta n'est effectivement, pour revenir à la question initiale, n'est pas le seul dans cette situation. On pense à Jean Rodriguez aussi sur l'île en 1613, qui est l'époque de Dacosta. Tu vois, Jean Rodriguez, c'est un métis antillais qui est le premier non-autochtone à habiter sur l'île de Manhattan. C'est lui qui faisait la traduction entre les Premières Nations et les Européens. On pense à Estebanito aussi, un Marocain noir dans les années 1500, qui va être guide pour les Espagnols dans ce qui est le nord du golfe du Mexique, là, entre le Mexique puis Texas, etc. Et parce qu'effectivement, il y a toute cette tradition de traducteurs et d'interprètes. Parce que quand les Européens, les Portugais, entre autres, ouvrent des comptoirs commerciaux sur la côte ouest africaine, ben, ils s'y installent, les marchands s'y installent, on appelle les lançados, ceux qui se lancent. Et eux, et ces enfants deviennent des interprètes naturels portugais et la langue autochtone. Et par la suite, quand effectivement il y a le contact dont Rito parlait entre le Royaume du Congo et le Portugal, le roi du Congo qui se convertit à l'islam et qui va envoyer ses enfants là-bas. Et juste pour finir, un autre élément que je trouve crucial en lien avec tout ça, c'est qu'à l'époque de l'esclavage ici, plusieurs des personnes asservies parlaient plus d'une langue. Et ce sont ce qu'on va mettre dans les annonces à vendre. On dirait parle anglais, français et allemand. Ils s'enfuient. On va les annoncer comme tels aussi. Ils parlent anglais, français, un peu hollandais. C'est lire le français et l'écossais. Donc, ça va devenir comme Beth, dont on parlait, parle anglais, français, allemand. Et donc, plusieurs de ces personnes parlent plus d'une langue. Et donc, il y a toujours cette notion entre l'élément polyglotte
et l'asservissement. Parce que, je veux dire, si tu es vendu à un propriétaire qui parle français, tu parles français. Si tu es vendu à un propriétaire qui parle anglais, tu parles anglais. Et donc, il y a ces liens-là, même si ce sont des époques différentes. Et bon, là-dessus, écoutez, je pense qu'on vous a beaucoup d'informations. J'ai vu ta speed Québec History X, parle anglais, français, hollandais. Exact. Je pense que les gens apprécient justement la candeur avec laquelle vous donnez les réponses et puis aussi le détail. Donc, ce n'est pas juste un survol, c'est vraiment aller en détail, aller chercher les ressources. Et puis, donc, c'est très apprécié. Et puis, donc, pour clore, parce que, bon, je ne veux pas non plus, je sais qu'on pourrait parler pendant encore une autre heure facilement, juste une conversation à vous deux. Mais pour clore, en fait, donc, et ça, c'est revenu très, très souvent, les gens, ils ont adoré en fait, cette dernière heure et demie avec vous. Ils ont adoré votre complicité, la conversation. Donc, en fait, tout le monde demande un podcast. Un podcast Websterito qui pourrait justement aider à aller mettre un peu plus de nuances dans la culture et puis l'histoire au Québec pour les personnes noires. Donc, pour les jeunes, pour les adultes. Donc, je vous lance ça comme ça. Peut-être une nouvelle collaboration, podcast, histoire avec un peu de musique dedans. On vous laisse choisir. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, n'est-ce pas? Si vous voulez réagir à ça, allez-y. On est partant. Moi, je suis sûr qu'on est partant. Je suis sûr qu'on doit juste bien consolider l'horaire et tout ce qui se passe, mais je suis sûr qu'on est déjà partant. Pas pour répondre pour Webster, mais d'après moi, on est partant déjà. Moi aussi, je suis dans le... C'est juste bon. Faut le feed in dans... Ouais, exact. De toute façon, on est toujours en train de manigancer, là. Donc, ouais, toujours. Oh, Thanksgiving. J'aimerais que vous je ne sais pas si vous pouvez voir le chat, mais tout le monde est très excité à l'idée d'un podcast avec vous deux. Donc, je pense que vous avez quelque chose. Donc, sur ce, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre temps, votre expertise, votre passion, puis surtout la contribution que vous faites dans l'histoire, mais aussi pour tous, pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur d'où est-ce qu'on vient et puis la réalité de l'histoire des Noirs et puis de l'esclavage au Québec. Donc, sur ce, merci beaucoup, Websterito. Et puis, je vais passer donc le mic à Fanny Nadège, pour finir cette soirée. Merci. Oui, merci Julie. Puis juste pour répéter aussi ce que Julie a dit, merci Webster, merci Rito. Vraiment, je pense qu'on aurait tous aimé vous avoir comme prof d'histoire quand on était sur les bancs de l'école. On aurait sûrement bénéficié énormément de votre savoir. Donc, merci. Au nom de Montréal en Action, vraiment merci d'avoir été présente ce soir. Puis, on a très hâte d'écouter votre podcast. OK. Voilà. Vous avez de la pression, là, fait que je pense que vous avez pas le choix de penser à quelque chose. Okay. Merci de l'invitation. Bro, c'est toujours un plaisir. Fait que, de toute façon, on continue puis on est ensemble, tout le monde. Merci pour le travail que vous faites aussi, Montréal en Action. Merci. Merci à vous. Merci à Montréal en Action. Merci pour l'animation, Julie, Nadège, Webster, of course. Merci. Rama, merci. Montréal en Action. C'est ça, je veux dire, Julie, tu diras what's up à Wood de ma part. Je lui dirai sans problème. Donc, c'est ça, quoi. Donc, merci beaucoup, guys. Tous ceux qui ont participé, merci. Puis, écoute, non, je pense que ça nous fait autant plaisir. Je pense que c'est juste une question vraiment de bien rentrer ça dans le temps et tout. Puis, si c'est pas pour maintenant, c'est sûr que c'est dans un futur proche pour le podcast. Ça, c'est clair et net. No doubt. Très contente d'entendre qu'un podcast va peut-être naître de ce webinaire. Et juste avant de laisser... Oui, pardon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah non, je faisais juste à concur. OK. Oui. Puis avant de laisser partir tout le monde, je voulais simplement vous parler de la semaine prochaine. Donc, le mois de l'Histoire du Nord n'est pas terminé. La semaine prochaine, on aura notre 3e webinaire avec Thierry Lindor et la docteure Alicia Botswain-Kite qui ont parti l'initiative Colors of COVID puis qui vont venir nous parler de l'effet de la COVID au sein de la communauté noire. Et si vous voulez vous inscrire, donc c'est via notre site web et ça a lieu jeudi prochain, le 18 février à 18h.
Par la suite, oups, ça change pas. Pardonnez-moi. Ensuite, petit shout-out à nos partenaires. Donc, on a le Patrimoine canadien, le gouvernement du Canada. On a Colors of COVID qui sera là la semaine prochaine. On a l'organisme The Overture with the Arts, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Et finalement, McGill, l'École d'éducation permanente, ainsi que l'Association des étudiants noirs en droit de McGill. Donc, merci à tous nos partenaires. Et dernière chose, vous pouvez évidemment consulter notre site web montrealaction.com pour être au courant de ce qu'on fait, de notre programmation pour le mois de l'Histoire des Noirs, ou encore pour en apprendre plus sur les 38 recommandations dont je parlais au début. Puis sinon, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Continuez à aimer, partager notre contenu. On est toujours content de voir que vous aimez ce qu'on publie. Puis n'hésitez pas à slider dans nos DM, puis à nous écrire, puis à nous poser des questions. On adore interagir avec vous. Puis si vous le pouvez, faites un don via notre GoFundMe, Ensemble contre le racisme systémique. Chaque donation compte, là, même si c'est $1, $3, $10, il n'y a aucun don qui est trop petit. Parce que chaque dollar nous permet vraiment de continuer à faire ce qu'on fait, puis à avoir des webinaires comme celui de ce soir. Donc, un grand merci à tout le monde. Un grand merci encore à Webster Rito et à Julie. Et en espérant voir certains d'entre vous la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Good, merci. Bref. Merci. Merci à tous. Et puis, j'aimerais juste rappeler aux gens aussi que si vous voulez commencer à regarder ce que vous pouvez faire pendant l'été, le printemps, peut-être regarder les visites guidées de Webster, justement, et puis de Rito. Oui, puis on aura une activité aussi Montréal-Québec. Où est-ce qu'on va vous prendre un week-end, Montréal-Québec, on fait ça Montréal, ensuite on monte à Québec, puis on revient. Donc, on va vous tenir au courant. On va être là. OK, take care. Au revoir. Bonne soirée.